commence juste par un petit mot d'introduction. Même si les personnes présentes connaissent peut-être tous déjà Cécile Mertens, qui est déjà intervenue sur nos journées art, qui est gériatre et qui exerce à Bordeaux et qui a déjà, avec laquelle on collabore sur des projets passés et à venir, on l'espère, et qui est membre du bureau du groupe Unicancer ORL et que je remercie vraiment de venir nous donner ce topo sur la prise en charge et les spécificités de la prise en charge du patient âgé atteint d'un cancer ORL. Voilà, et je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Laure. Je suis très contente de réintervenir. Merci de votre nouvelle invitation pour vous présenter ces problématiques autour du patient âgé atteint d'un cancer ORL. C'est vrai qu'on parle peu des patients âgés dans ce type de cancer et pourtant, les patients âgés sont bien présents. Donc, je vais vous présenter des données un peu plus générales sur ce que représente un patient âgé dans la population aujourd'hui et puis plus spécifiquement dans le cancer. Donc, c'est une approche plus gériatrique qu'oncologique. Je parlerai moins des traitements spécifiques du cancer, mais surtout du patient âgé en général, de la nécessité de dépister les fragilités avant de proposer un traitement spécifique. Pourquoi s'intéresser au sujet âgé? Je pense que ce sont des données que vous connaissez tous. Au niveau mondial, on peut parler d'une augmentation de la population dans un très grand nombre de pays et en particulier la population âgée qui va, on l'observe dans nos consultations, qui est de plus en plus présente, qui est de plus en plus traitée et qui est de plus en plus demandeuse de traitement. Là, en 2000, entre 2000 et 2050, on voit bien qu'il y a une nette progression de cette population âgée, peut-être plus spécifiquement au niveau des femmes, avec une espérance de vie un peu plus importante que chez les hommes. Et cette problématique, elle concerne tous les pays les pays développés et puis les pays en voie de développement aussi vont être concernés par cette problématique du patient âgé, même si l'espérance de vie est moindre. Mais il va falloir s'organiser et peut-être réfléchir autrement sur cette prise en charge. L'idée aujourd'hui, c'est de se dire, pour avoir peut-être moins de patients âgés malades à 70, 75 ans, 80 ans, peut-être mettre en place une meilleure prévention, beaucoup plus précoce, pour nous permettre d'avoir une population âgée en meilleure santé, pour proposer des traitements adaptés et pouvoir les traiter de façon plus adaptée, même si le nombre est croissant. Alors, le cancer, on en parle souvent, quel que soit le type de cancer, quel type d'organe. On sait que le cancer, c'est une problématique du sujet âgé. La moyenne d'âge de survenue, c'est 65 ans. On n'a pas de données très spécifiques encore dans tous les types de cancers, de plus en plus depuis les 15 dernières années, mais on voit bien que l'incidence, que ce soit homme ou femme, on a une augmentation régulière avec une nette progression après 60 ans et corrélée bien sûr à la mortalité. Donc on peut dire à peu près en moyenne, un tiers des patients âgés, les patients qui présentent un cancer représentent un tiers des patients de plus de 75 ans. Donc les cancers les plus fréquents dont on parle souvent chez les hommes, c'est les cancers de prostate, cancer concernant le cancer du poumon, cancer digestif, colorectal et les hémopathies. En ce qui concerne les femmes, on a plus spécifiquement des cancers du sein, cancer du poumon, cancer colorectal et hémopathie. Malgré tout, les patients âgés sont présents dans tous les types de cancers que l'on rencontre, en ORL bien évidemment. Euh, tout ce qui concerne aussi les problématiques de cancer cutané, carcino-épidermoïde, mélanome, etc. Et les sarcomes également. Et puis, on a aussi la gynécologie qui est importante. Donc, en fait, la population âgée est présente dans tous les types de cancers et peut-être plus dans certains types de cancers en fonction différente chez les hommes et les femmes. Mais ne pas oublier les autres où la fréquence est moins importante. Le cancer, donc, est une maladie du sujet âgé, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Concernant l'ORL, on a 30% des patients qui ont plus de 70 ans et 10% des patients de plus de 80 ans. On voit qu'il y a une nette augmentation du type de patient après 50 ans, après 60 ans, que ce soit dans la population générale, quel que soit le type de cancer, ou en ce qui concerne les problématiques autour du cancer ORL. Donc, les patients âgés sont des patients qu'il faut prendre en charge de façon adaptée, mais concernant le cancer ORL et les patients âgés, on observe davantage de femmes.
On a moins de prévalence, c'est ce qu'on a observé dans les dernières études, moins de prévalence concernant l'intoxication alcoolo-tabagique. Donc, c'est quand même un profil de patient différent, le sujet âgé et le sujet jeune. Et on a à peu près observé qu'il y a plus de leucoplasie, plus de lichen et plus secondaire à des traumas chroniques. Alors, le rôle de l'HPV concernant le cancer sujet âgé n'a pas été démontré. Malgré tout, par expérience, il y a beaucoup de patients aussi âgés qui présentent un lien avec l'HPV dans le cancer ORL. C'est le second cancer le plus fréquent également qu'on rencontre chez le sujet âgé, 31% versus 20%. Le cancer ORL, donc rapidement en résumé, concerne essentiellement les femmes au niveau de la cavité buccale avec un profil différent, sans intoxication alcoolo-tabagique de façon évidente, corrélée à ce type de cancer chez les sujets âgés. Après, l'évolution peut être un peu différente dans les prochaines années. Ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui. On sait que nous, en tant que gériatres, on évolue aussi avec d'autres problématiques sociétales concernant le patient âgé. Le patient âgé d'il y a 20 ans n'est pas le patient âgé d'aujourd'hui et ne sera pas celui le profil du patient âgé peut évoluer également dans les 10 prochaines années, 20 prochaines années. Donc, il faut qu'on évolue également sur l'identification des types de cancers et les problématiques de traitement que l'on pourrait proposer. Alors, le contexte concernant le vieillissement et la longévité. Je voulais vous présenter quelques données concernant l'espérance de vie. Aujourd'hui, entre l'espérance de vie, c'est le nombre d'années entre la naissance et le décès. Donc, chez les hommes, en 2022, c'était à peu près 80 ans. Chez les femmes, c'est 85 ans. En général, on gagne un peu plus en années chaque année. Malgré tout, on observe qu'en 2015, il y avait eu un petit fléchissement de l'espérance de vie. C'était lié à une épidémie de grippe à l'époque. Il y a eu un petit recul. Bon, on espère gagner un peu plus d'années en espérance de vie. Ce qui est important aujourd'hui, on parle de moins en moins d'espérance de vie calculée à la naissance, on parle essentiellement d'espérance de vie en bonne santé. C'est tout à fait différent parce qu'on peut effectivement avoir un âge très avancé, 90 ans ou plus, et avoir un état général très altéré. Donc, ce que souhaite aujourd'hui la population âgée, c'est une espérance de vie importante, certes, mais surtout en bonne santé. En tout cas, sans trop de maladies chroniques, sans trop de perte d'autonomie, en gardant une qualité de vie correcte également. Donc, on sait que l'espérance de vie augmente. Elle peut fléchir à un moment si une nouvelle épidémie, suite au Covid, on avait vu également un petit fléchissement. Ça peut stagner ou ça peut reculer en fonction des événements, en particulier tout ce qui concerne l'infectiologie. Je voulais vous prendre un exemple d'un cas clinique. C'est une dame de 90 ans, Madame X. Elle est particulièrement en bonne santé, elle fait du sport, elle prend peu de médicaments, 3 médicaments par jour, et elle a peu d'antécédents, des antécédents médicaux assez classiques en gériatrie, une hypertension, quelques problématiques de constipation et de l'arthrose diffuse. C'est le type de patient que l'on rencontrera de plus en plus parmi nos patients âgés. C'est des patients qui vont bien, qui ont une autonomie conservée, qui n'ont pas beaucoup de comorbidités et qui, eux, seront demandeurs et sont déjà demandeurs d'une prise en charge concernant leur traitement. Pour cette dame, simplement, l'espérance de vie, on l'avait calculée par rapport à nos tableaux habituels. Elle a une espérance de 5 à 6 ans à l'âge de 90 ans, à peu près autour de 4 pour un homme. Donc, 5 à 6 ans, on se dit, bon, bah, à cet âge-là, ça reste une espérance de vie importante parce que le patient âgé, sur les 5 ou 6 ans qu'il lui reste à vivre, a quand même envie de vivre et en bonne santé et être traité et pouvoir garder sa qualité de vie. Donc, c'est important de calculer, c'est d'avoir en tête l'espérance de vie. Malgré tout, il faut proposer quand même de la qualité de vie. Aujourd'hui, on est dans des problématiques différentes. Comme je vous disais qu'on évolue au niveau sociétal, on se rend compte qu'effectivement, nos anciens, nos patients âgés, avaient un profil un peu différent et un mode de vie différent il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et aujourd'hui, dans les années 2020-2024, on a une population qui est
qui a un fonctionnement de soutien environnemental, soutien familial, social qui est différent. Donc, on est obligé de se poser des questions de prise en charge thérapeutique adaptée, de dépistage du cancer par rapport à cette société qui évolue par rapport aux problématiques du sujet âgé et par rapport également à l'environnement. Donc, pour vous donner quelques chiffres, on a environ 5 millions de patients veufs et veuves, 80% de femmes, puisque l'espérance de vie est quand même plus importante encore chez les femmes, bien que elle recule un petit peu par rapport aux hommes avec un mode de vie un peu différent, des femmes qui travaillent davantage dans la société actuelle, des femmes qui fument davantage également, qui ont plus d'addictions qu'elles n'avaient auparavant et donc peut-être une santé un peu moins bonne. Donc on peut peut-être observer une modification de la population âgée d'ici quelques années. À 85 ans, en moyenne, 66% des patientes sont veuves. Le contexte social, je vous en ai parlé, il faut en tenir compte parce qu'un patient isolé, seul chez lui, ben, on n'aura pas les mêmes problématiques de proposition de traitement adapté. C'est quand même une fragilité déjà de vivre seul chez soi. Donc, on a des familles moins présentes, des enfants qui habitent souvent loin. Donc, des enfants qui habitent loin, qui ne sont pas à proximité, et on a aussi de plus en plus des enfants qui habitent très loin, c'est-à-dire à l'étranger, outre-mer, outre-océan. Enfin, voilà, c'est quand même une ressource de soutien, la famille, que les patients âgés ont moins aujourd'hui, même si les relations restent correctes. On a des couples aussi âgés. Souvent, et vous vous en rendez compte, le patient âgé et parfois les dents de son conjoint qui est lui-même malade. Et la problématique la plus fréquente que l'on rencontre, c'est le patient âgé malade qui soutient son conjoint qui parfois a des problématiques d'ordre cognitif, neurocognitif, avec des problèmes de mémoire, des problèmes d'autonomie. Donc, si le patient âgé est lui-même affecté par la maladie, le cancer, et est en charge de son conjoint, c'est une double problématique de prise en charge. Parce que parfois, le patient âgé malade, qui est le soutien de son aidant, ne sera pas volontaire pour faire un traitement trop agressif qui va le fatiguer, l'amener à être hospitalisé peut-être. Donc c'est important cette considération et cette évaluation. Quel est le rôle de notre patient âgé dans la problématique familiale quand ils ont encore la chance d'avoir un conjoint? Les patients âgés d'aujourd'hui ben, sont plus connectés, sont plus informés. Ils sont plus demandeurs de prise en charge par rapport aux recommandations qui sont diffusées sur Internet ou différentes sources d'informations. Alors qu'il y a quelques années, on se rend compte que c'est plus souvent la famille qui demandait une prise en charge, le patient âgé était moins informé ou avait moins cette démarche de récupérer des informations. Et puis, surtout, et c'est très important et on est très content de ce fait, c'est que le patient âgé est lui-même demandeur d'une prise en charge adaptée par rapport à ses attentes, à ses demandes, et qu'il veut vraiment participer à la décision. Alors, on pourrait se dire, ben, c'est quelque chose d'évident de participer à cette décision de traitement ou de prise en charge. Il y a encore quelques années, le patient âgé était un peu mis à côté. On avait tendance à écouter la famille, les enfants, à sécuriser un peu tout le monde, d'autant plus s'il y avait quelques soucis cognitifs. Il faut laisser le patient âgé être acteur de sa décision de prise en charge et c'est de plus en plus retrouvé dans les essais cliniques. Maintenant, on a des petits questionnaires complémentaires dans tous les nouveaux essais qu'on met en place en recherche clinique oncogériatrique. Il y a un questionnaire qui considère, qui évalue la décision et les demandes et les attentes du patient par rapport au traitement proposé. Êtes-vous d'accord avec les propositions de traitement? Quelles sont vos attentes et vos demandes par rapport à ce traitement? Ça peut être la survie, bien sûr, ça peut être la gestion le contrôle des symptômes et surtout, c'est je veux garder mon autonomie et ma qualité de vie. Et on se rend compte dans les essais qu'on a pu mener en oncogériatrie sur un essai comparatif comparant les attentes et les demandes des patients et les attentes et les demandes des oncologues, que parfois c'est un petit peu dissocié. Dans les résultats des études, on avait noté qu'il y avait un tiers
de discordance entre les attentes des patients et les attentes des oncologues. Donc, c'est important de laisser le patient au centre de sa prise en charge et écouter et entendre sa demande. Donc, ce que je vous disais, les patients âgés dans l'environnement aujourd'hui a changé. On a une population de plus en plus âgée, de plus en plus malade, que ce soit le cancer ou des maladies chroniques, et de plus en plus dépendante, avec des aides sociales au logement, des aides financières, de plus en plus difficiles à trouver. On a des patients âgés retraités depuis parfois 20 ans, 30 ans, avec des ressources qui sont parfois inférieures au taux du SMIC, il faut le dire quand même, et qui décident, ces populations, et avec une vraie pauvreté sociale de cette population âgée, cette population parfois décide de ne pas se traiter, de ne pas accéder aux soins parce que c'est quand même un peu complexe au niveau des ressources sanitaires en France aujourd'hui, et aussi de faire le choix de ne pas être traité pour éviter des dépenses supplémentaires. Et c'est ça, on l'a observé moins il y a quelques années. Donc, c'est une vraie difficulté sociale, financière, familiale et sociétale. Aujourd'hui, on a en plus du cancer quand même un profil de patients qui présentent des maladies chroniques. Environ 53% des patients de plus de 75 ans, de 75 à 85 ans, ont des maladies chroniques. Les maladies chroniques, vous les connaissez, c'est l'hypertension, c'est le diabète, c'est insuffisance rénale, c'est insuffisance cardiaque. Mais il faut en tenir compte parce que ces patients s'évaluent comme étant bien portants, ils continuent à avoir une qualité de vie correcte. Malgré tout, c'est des pathologies chroniques qui peuvent décompenser lorsqu'on mettra en place un traitement spécifique pour le cancer. Donc, il faut en tenir compte et il faut surtout les prendre en charge. On se rend compte que les patients qui consultent en cancérologie ORL ou autre type en consultation oncogériatrique, parfois les maladies chroniques, que ce soit hypertension, insuffisance cardiaque, diabète, qui peuvent décompenser au cours du traitement, ces pathologies ne sont pas prises en charge de façon régulière. Le médecin traitant est présent ou pas. Parfois en province, on a un peu plus de mal à accéder aux consultations de spécialistes. Donc, il y a un découragement, une certaine lassitude qui s'installe. Donc, il faut vraiment aussi que ces pathologies chroniques au-delà du cancer soient prises en charge. Ce qu'on observe malheureusement encore trop souvent, c'est que le diagnostic est pris en charge trop tard. Le diagnostic est posé trop tard. La prise en charge est organisée un peu tardivement. Les patients présentent souvent des anémies chroniques pour lesquelles il n'y a pas eu d'exploration, des troubles du transit, parfois un essoufflement. Alors on se dit, le patient âgé, il est essoufflé, c'est presque normal. Non. L'anémie, les troubles du transit, la dyspnée, la douleur, quelques lésions cutanées, ce n'est pas lié forcément au vieillissement, et le vieillissement n'est pas une maladie. Donc, souvent, on a des idées fausses qui circulent. Là, je vous en ai mis quelques-unes au-delà des symptômes que l'on associe au vieillissement de façon inadaptée. Ce que je vous ai dit antérieurement, l'anémie, la fatigue, la douleur, ce n'est pas la vieillesse, c'est probablement, c'est la plupart du temps lié à d'autres maladies. Les idées fausses que nous rapportent encore les patients, c'est que à un âge avancé, l'évolution des cancers est plus lente. Non, il y a certains types de cancers, cancer de prostate, cancer du rein, où l'évolution est plus lente, mais la plupart des cancers évoluent de façon aussi agressive que chez un sujet plus jeune. Les cancers sont supposés peu agressifs. C'est faux. On a des cancers très agressifs à un âge avancé. L'âge ne contre-indique en rien la chirurgie. C'est vraiment l'état général qui contre-indique la prise en charge spécifique du cancer. Et la mauvaise tolérance importante des traitements, ben non, ça c'est encore une idée fausse. On a des patients âgés qui supportent très bien certains types de traitements comme l'immunothérapie, parfois même mieux que chez des patients jeunes, fragiles. Donc le traitement a été proposé une dose adaptée. Donc, il faut vraiment que ces idées fausses ne circulent plus. Mais c'est vrai que chez le sujet âgé, parfois, on les exclut des traitements parce qu'on considère qu'ils sont trop fragiles. Non, il faut vraiment évaluer le sujet âgé, c'est ce que je vais vous montrer, avant de décider de traiter ou ne pas traiter. Alors, la prise en charge aujourd'hui, je vais aller un petit peu vite sur ces diapositives. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent déjà l'organisation. On a un modèle qui est unique au monde, en France, qui a été insufflé par l'INCa pour organiser
la prise en charge du sujet âgé sur le territoire national. Donc, ça a commencé dans les années 2003, 2005, 2006. L'INCa a proposé un appel à projet pour labelliser des unités pilotes d'oncogériatrie. Donc, en 2006-2007, il y avait 15 unités pilotes d'oncogériatrie réparties sur tout le territoire national, la plupart, c'était des CLCC ou des CHU, quelques cliniques privées. Leur mission était de développer l'oncogériatrie en région et de promouvoir la recherche clinique. On a vu apparaître les premiers essais de recherche clinique dans les années 2004, 2005, 2006, et ça a permis également de poser les premières problématiques concernant le sujet âgé sur quel traitement proposer, à quelle posologie et surtout quel type de patient pouvait bénéficier de ces traitements. C'était le début de l'organisation de l'oncogériatrie en France, même si la plupart des équipes nationales prenaient déjà en charge un certain nombre de patients. En 2012, on a eu un nouvel appel à projet pour développer davantage ces équipes sur le territoire national, qu'il y en ait davantage, qu'il y ait davantage d'essais de recherche clinique, davantage de formation et d'information auprès du public, auprès des soignants, auprès des patients également. Et ce modèle existe toujours. Aujourd'hui, c'est le modèle actuel. On a 24 unités de coordination d'oncogériatrie sur le territoire national et toutes les unités réalisent de la recherche clinique. Donc, c'est vrai que en Île-de-France, on en a 5, puisqu'il y a une population âgée concentrée, et toutes ces équipes travaillent, échangent des données de recherche clinique, des idées d'essais, sont parfois en collaboration sur des essais de recherche clinique, dont l'ORL. Donc, c'est vraiment une dynamique nationale qui existe depuis un peu plus de 20 ans et qui fonctionne très bien sur des problématiques autour du sujet âgé exclusivement. Donc, nos missions, c'était de dépister les fragilités des patients âgés sur des critères essentiellement cliniques permettant d'accéder à un traitement adapté. Et cette prise en charge adaptée s'appuyait sur des projets de recherche clinique. On a eu de nombreux essais de recherche clinique ces dernières années parmi les cancers les plus fréquents que je vous ai nommés tout à l'heure, le sein, le digestif, le poumon, les problématiques hématologiques, mais on a eu aussi de nombreux essais en ORL grâce à la dynamique des groupes Unicancer et de nos partenaires nationaux. Et puis, on a aussi dans le sarcome, en gynécologie, on a des groupes spécifiques dédiés à cette problématique de recherche clinique auprès du sujet âgé qu'il faut poursuivre afin d'améliorer cette prise en charge et proposer un accès au sujet âgé, un accès aux essais cliniques aux patients âgés. Donc, l'organisation nationale, elle est de cet ordre-là. Il y a un groupe Gérico Dialogue qui existe aujourd'hui, qui réalise essentiellement des essais autour des tumeurs par type d'organes. Et puis, on a des essais transversaux qui sont portés par ces unités de coordination progériatrique. Il y a un groupe unique, le groupe Dialogue Gérico, qui se réunit 3 fois par an et qui aide à promouvoir les essais de recherche clinique oncogériatrique. Alors, quelle prise en charge pour nos patients? La réalité, c'est qu'en fait, tout à l'heure, je vous ai parlé de fragilité sociale, environnementale, familiale, mais il y a aussi d'autres types de fragilité. On en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. On parle de prévention, on parle de vieillissement, on parle de marqueurs du vieillissement qui pourraient être corrélés également à d'autres marqueurs de survenue du cancer. Il y a une vraie machinerie de recherche biologique, de recherche clinique, de recherche fondamentale auprès du sujet âgé du cancer. L'idée, c'est de prévenir la survenue de ces cancers, en tout cas de leur proposer à nos patients âgés une meilleure prise en charge au cours des prochaines années. La fragilité chez le sujet âgé, c'est un concept quand je vous ai parlé tout à l'heure, avant de traiter un sujet âgé, il faut dépister ses fragilités. En fonction du type de fragilité présentée, on ne proposera pas un traitement standard. Il y aura forcément un traitement adapté. Donc, comment évaluer cette fragilité? Alors, on sait bien que la fragilité, c'est quand même plus
La définition générale, c'est un déclin des réserves fonctionnelles, nutritionnelles et cognitives. La fragilité n'est pas corrélée forcément à la vieillesse, c'est important. La vieillesse n'est pas une maladie non plus. La fragilité, on peut la rencontrer à 40, 30, 40, 50, 60 ans, mais en fait, elle est quand même beaucoup plus présente chez le sujet âgé. Donc, on parle de fragilité essentiellement à cet âge avec un déclin concernant les fonctions nutritionnelles, fonctionnelles et cognitives. Et cette diminution des capacités, c'est aussi une diminution des capacités d'adaptation. Par exemple, on va voir un patient âgé qui a la capacité d'organiser, juste pour, à titre d'exemple, organiser son agenda sur une journée type ou alors une semaine type d'organisation de repas, de rencontres sociales, d'activités loisirs, voilà, familiales ou en couple. Et plus on va vieillir, imaginons que cette organisation de vie sur une semaine se reproduise sur la semaine suivante, plus on va vieillir, plus on aura de capacité d'adaptation à des changements qui deviennent de plus en plus difficiles. Le patient âgé pour lequel on va dire, tiens, ben, finalement, on change l'organisation. Demain, on va aller à une consultation qui n'était pas prévue, on va rencontrer un proche familial pour lequel la rencontre n'était pas prévue. L'adaptation à ce changement est de plus en plus difficile. Donc, pour bien vieillir, petit message rapide, pour bien vieillir, il faut toujours introduire dans son organisation de vie un peu routinier, chez nos patients âgés, des événements inhabituels pour tester les capacités d'adaptation et surtout les entretenir. Plus on va s'adapter, plus on aura des capacités d'adaptation, plus le vieillissement sera retardé, je dirais, et plus la qualité de vie sera conservée. Et ça, c'est important. Malgré tout, ce déclin des réserves est quand même réversible grâce à des interventions. Donc, juste pour vous faire un petit focus, la fragilité, elle existe partout dans le monde. Je vous avais montré un schéma mondial sur le vieillissement. On a des populations différentes en fonction du type de pays, en particulier en Europe. Et on voit, par exemple, que la fragilité, elle est un peu moindre dans certains pays. Par exemple, en Espagne, elle est plus importante, elle représente 27%, en France 22%, en Suisse elle est moindre. Pourquoi? Parce qu'on a un environnement adapté avec des décisions gouvernementales de prise en charge de nos aînés qui est plus adapté. Donc malgré tout, on se situe un peu dans la moyenne en France par rapport à la prévalence de la fragilité. Comme je vous disais, c'est quand même une problématique du sujet âgé. 40% chez les patients de 90 ans et plus euh, présentent une fragilité. Euh, Alors, quels sont les facteurs qui favorisent cette fragilité? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des facteurs démographiques, des facteurs sociaux, des facteurs cliniques, les comorbidités, l'obésité, la malnutrition, la dépression, des types de mode de vie, le fait de fumer, d'avoir peu d'activité physique, de consommer de l'alcool. Et puis, il y a des facteurs également biologiques, l'inflammation chronique dans des circonstances de stress, entre autres, ou des maladies inflammatoires chroniques, des déficits endocriniens, également, on a noté qu'il y avait chez les patients âgés qui présentaient cancer, souvent un déficit en vitamine D, plus d'autres vitamines, mais la vitamine D n'est pas assez dosée et supplémentée dans cette population âgée. Et il y a une vraie corrélation entre survenue du cancer et les déficits en vitamine D aujourd'hui. Alors, un état des lieux concernant ces fragilités, c'est bien. Identifier les facteurs de risque, c'est bien, mais il faut aussi se dire que il y a des conséquences. Forcément, quand on est fragile, peu d'activité physique, une dénutrition, voire une sarcopénie, une perte d'autonomie, être isolé socialement, pas de soutien social ou familial, ça entraîne une fragilité et des conséquences. La conséquence, elle est multiple. Hein. C'est survenu de maladies, de chutes, d'invalidité, de décès précoces, d'institutionnalisation dans les EHPAD, voire de mortalité. Hein. Donc, ces fragilités concernent tous les types d'âge, mais souvent plus présentes chez les sujets âgés et surtout, cette fragilité avec la mise en place d'interventions peut être réversible.
Alors, pour évaluer cette fragilité, c'est important parce qu'on ne pourra pas proposer de traitement adapté si on n'évalue pas cette fragilité. Alors, pourquoi dépister cette fragilité? Pour proposer un traitement adapté, comme je viens de vous dire, et l'objectif aussi, c'est de mettre les interventions nécessaires en place, nutritionnelles, fonctionnelles, etc., sociales, pour maintenir la qualité de vie. Comme je vous ai dit, le patient âgé, il veut bénéficier d'un traitement, mais pouvoir vivre longtemps, certes, mais en bonne santé avec une autonomie et une qualité de vie adaptée. Alors, les données de dépistage de la fragilité, ben, c'est celles qu'on utilise en cancérologie, le performance status, il y a des facteurs biologiques, la fonction rénale, le bilan hépatique, la fonction, tout ce qui est le taux d'hémoglobine, le bilan biologique inflammatoire également, le statut nutritionnel, l'évaluation de l'albumine, du poids. Tout ça, ce sont des données que l'on utilise en cancérologie standard, mais on a aussi des données gériatriques qui peuvent compléter cette première évaluation standard qui est réalisée la plupart du temps par l'oncologue. On a un complément d'évaluation des fragilités grâce à une échelle qu'on appelle la Comprehensive Geriatric Assessment, qui est une échelle utilisée depuis des dizaines d'années dans tout type de pathologie, en cardiologie, en orthopédie, en néphrologie. Et cette même échelle validée, avec des scores validés, est utilisée également en oncologie depuis plus de 20 ans. C'est le gold standard pour l'évaluation globale gériatrique utilisée, qui donne une photographie à un temps T avant traitement du patient âgé sur son vieillissement physiologique qui peut être différent du vieillissement chronologique. Donc, on a un vieillissement chronologique, voilà, c'est une photo par rapport à l'âge du patient, mais l'âge du patient n'est pas un reflet de son vieillissement réel, ce qu'on appelle le vieillissement physiologique. Et c'est le vieillissement physiologique qui nous intéresse. On peut avoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un patient de 70 ans qui a un vieillissement physiologique marqué et avec des fragilités nutritionnelles fonctionnelles, qui n'est pas en grande forme. Et on peut aussi avoir un patient de 90 ans qui marche, qui a ses fonctions cognitives, un bon état nutritionnel et qui a des réserves et des ressources pour recevoir un traitement. Donc, les deux sont quand même très différents. Alors, l'âge physiologique, comme je vous le disais, est important. Il faut vraiment se rendre compte qu'on n'a pas la même population âgée. Plus on vieillit, plus la population âgée est hétérogène. On se rend compte qu'à 80 à 70 ans, on a à peu près le même profil de patient âgé. À 90 ans, plus du tout. On a quand même une vraie modification du profil des patients. Je pense que vous connaissez cette évaluation globale gériatrique qui est largement utilisée dans les essais cliniques. Cette évaluation globale gériatrique s'appuie sur des scores qui sont utilisés pour évaluer les comorbidités, le score de Charlson, pour évaluer l'état nutritionnel, le MNA utilisé en gériatrie. La TIMI, l'état de dépression éventuelle, c'est la GDS, 4 ou 15 ou 30. On a l'évaluation des activités de la vie quotidienne, c'est des scores ADL, IADL utilisés largement en gériatrie et en oncogériatrie. La cognition est évaluée avec des tests tels que le MMS, le mini-cog qu'on utilise aussi et le test de l'horloge. On a aussi la qualité de vie avec des scores que vous connaissez, QLQC30, ELD14, une évaluation des chutes et de l'équilibre qui est importante et également de la vie sociale et familiale. Toute cette évaluation globale nous donne une photographie du patient âgé. C'est important, c'est des tests qui sont utilisés ADL, MNA, MMS, GDS. Ce sont des tests qui sont validés, alors bien souvent depuis très longtemps, qui nécessiteraient, je pense, une réévaluation, une revalidation, parce que la population à l'époque des années 70 n'est pas celle des années 80 et encore peut-être moins celle d'aujourd'hui et celle à venir qui vieillira, qui avancera en âge. Donc, bon, c'est un gros travail pour revalider un score, malgré tout. Voilà, c'est des scores qu'on utilise largement dans tous les essais cliniques oncogériatriques. Donc, cette évaluation globale gériatrique peut être réalisée par des infirmières, des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des psychologues, des diététiciens, des attachés de recherche clinique aussi, qui sont formés à l'évaluation oncogériatrique. Alors, c'est vrai je vois sur l'Institut Bergonié à Bordeaux, on utilise ces scores
C'est plus des soignants qui les réalisent, mais toujours en lien avec les ARC pour les informer des fragilités éventuelles et pour que nos collègues aient aussi une approche un peu plus globale du sujet âgé. Et ces tests sont utilisés dans les essais oncogériatriques. Donc, c'est une photographie qui est faite avant traitement. C'est mieux d'avoir au baseline une photographie du patient avant de proposer un traitement qui va probablement entraîner quelques toxicités au niveau des comorbidités ou des maladies chroniques. Donc, c'est aussi une aide à la décision, cette photographie initiale, lorsqu'on discute du patient en RCP oncogériatrique éventuellement, et elle permet surtout, au-delà de faire un constat des fragilités, de mettre en place les interventions nécessaires, diététiques, psychologiques. La conciliation médicamenteuse est importante aussi avec les pharmaciens pour réévaluer les interactions qui pourraient intervenir si on décidait de mettre en place un traitement spécifique pour le cancer qui n'est pas de compétition ou d'interaction avec les traitements chroniques qu'on voit chez nos patients âgés qui sont très nombreux. Tout ça, c'est important de faire cette évaluation au baseline avec les échelles que je vous ai montrées. Pour évaluer l'état fonctionnel, on utilise plusieurs échelles. La vitesse de marche. On utilise en standard aujourd'hui, au-delà des essais cliniques, le hand grip test. En fait, on s'est rendu compte sur les dernières études que le hand grip test utilisé chez nos patients âgés reflète l'état de santé du patient âgé au-delà de sa force musculaire. Et c'est un bon paramètre pour évaluer la sarcopénie. Il n'est pas assez utilisé dans les essais de recherche clinique. On le voit un peu plus aujourd'hui. Aujourd'hui, dans les consultations oncogériatriques ou hôpitaux de jour oncogériatriques, on utilise de plus en plus le hand-grip test et c'est nécessaire. Donc, la vitesse de marche également. On a le get up and go test, on a un certain nombre d'échelles utilisées. Donc, ça, c'est la vitesse de marche. Plus la vitesse de marche, comme vous l'entendez bien, est faible, plus on a un risque de décès, de chute, de perte d'autonomie. Donc, il faut vraiment l'évaluer. Il y a des guides et des recommandations qui sont faites pour évaluer cette vitesse de marche. C'est un paramètre qu'on utilise en évaluation standard oncogériatrique aujourd'hui. La sarcopénie, ben, on sait bien qu'on perd régulièrement la masse musculaire très jeune, en fait. Il y a 5% 1% de perte de masse musculaire par an à partir de l'âge de 30 ans. Donc, il faut maintenir cette masse musculaire. Il n'est jamais trop tard pour débuter l'activité physique. Même nos patients de 80 ans, on les encourage à garder cette activité physique pour maintenir le muscle. On peut avoir un patient en surcharge pondérale, malgré tout dénutri et sarcopénique. Donc, c'est important de garder cette masse musculaire et c'est surtout évalué avec le hand grip test aussi, force musculaire, et puis tous les paramètres de poids, surveillance du poids, l'albuminémie et d'autres paramètres. C'est important. Alors, pour l'évaluation de la sarcopénie, on utilise aussi des scores comme le MNA. Alors, c'est un score qu'on a validé en gériatrie il y a de nombreuses années. Il y a une short évaluation du MNA qui nous aide aussi. On peut se dire qu'un score entre 0 et 7 points, on est sur un risque de dénutrition sévère qu'il faut prendre en charge rapidement. Dans les essais cliniques, il est utilisé. En clinique standard, on ne l'utilise pas beaucoup, mais il faut le connaître. Et le MNA est le seul outil d'évaluation cogériatrique validé et le seul outil d'évaluation de dénutrition validé chez le sujet âgé. Excusez-moi. Donc, ce qui est important aujourd'hui, les paramètres d'essais précoces chez nos sujets âgés, on sait que c'est la dénutrition et la fragilité fonctionnelle. Chez nos patients âgés, on leur dit souvent, pour renverser la tendance de dénutrition et de perte fonctionnelle, il y a un discours très simple, il faut manger, bouger, bouger, manger, manger, bouger. C'est ce qu'on appelle la préhabilitation, pré-traitement oncologique ou chirurgical.
En gériatrie, les deux paramètres qui vont nous limiter pour proposer les traitements adaptés, c'est les pertes fonctionnelles au niveau musculaire, entre autres cachexie, sarcopénie, et les problèmes de marge, de mobilité. Ce sont des facteurs, tous les deux, dénutrition et troubles fonctionnels prédictifs de survenue de toxicité des traitements et de mortalité également. Alors, la fragilité, je vous ai dit, on a une population, comment l'évaluer? Parce qu'on a aussi des outils spécifiques chez nos sujets âgés. Donc, comme je vous l'ai dit, plus on avance en âge, plus on a vraiment cette fragilité qui s'installe, hein, 40% à partir de 90 ans. Mais on a aussi des patients qui sont debout à 90 ans, qui sont en forme, et vous en verrez de plus en plus dans les essais cliniques. Je pense qu'il y aura de moins en moins de limites d'âge. D'ailleurs, dans les derniers essais cliniques oncogériatriques, il n'y a pas de limite d'âge pour participer à un essai, même si les critères d'inclusion sont un peu stricts. Donc, on a une population âgée hétérogène, hein, 80 ans, bon, elle n'est plus là malheureusement, mais bon, elle présentait peu de fragilité. On a aussi des patients qui se déplacent avec une petite perte d'autonomie, mais on peut considérer quand même que la qualité de vie est conservée. Puis on a des patients qui sont très autonomes, qui font du vélo, qui voyagent. Et cette population âgée, elle sait se prendre en charge aujourd'hui de plus en plus. Et surtout, elle veut accéder à des traitements, elle veut être inclue pour la plupart dans des essais cliniques, même si on pense que pour être inclus dans un essai, c'est de plus en plus difficile quand on est âgé. Par expérience, ça fait 20 ans que je fais de la recherche clinique en oncogériatrie. Les patients âgés sont contents de participer aux essais de recherche clinique oncogériatrique parce qu'ils ont une prise en charge individualisée avec des soutiens et des échanges avec les attachés de recherche clinique, avec leurs oncologues, avec les équipes oncogériatriques. Donc, pour la plupart, à partir du moment où ils acceptent de participer, ils apprécient tout à fait ce suivi et cette coordination autour de leur prise en charge. Donc, je vous ai bien montré qu'il y a différents types de vieillissement. Chez les patients fit, vieillissement réussi, on appelle les patients vigoureux, des patients en vieillissement intermédiaire avec quelques maladies chroniques, mais qui ne posent pas de réels problèmes, et les patients fragiles unfit. Donc là, je vous ai remis un petit peu cette diagramme d'espérance de vie. Ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a un diagramme d'espérance de vie qui est celui que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ce qui est important, c'est d'évaluer la fragilité en fonction du vieillissement physiologique. C'est-à-dire qu'un patient qui aura 90 ans, comme la dame pour laquelle je vous ai montré la photo, à 90 ans, elle a une espérance de vie, parce qu'elle est en forme, donc plutôt catégorie fit, elle a une espérance de vie autour de 5, 6, 7 ans. On peut avoir un patient âgé plus jeune, 75 ans, mais qui, lui, est considéré sick, c'est-à-dire frêle, fragile. Il aura la même espérance de vie que la patiente de 90 ans. Donc, ce qui est important, c'est vraiment d'évaluer le patient dans sa globalité, évaluer ses fragilités. À partir de là, on peut proposer un diagramme d'espérance de vie qui est différent. Donc, ce n'est pas parce qu'on est âgé, qu'on a 90 ans, qu'on ne peut pas accéder à des traitements adaptés, spécifiques, si l'état général est bon. Et on peut avoir 75 ans et être en mauvais état général, mais même à 75 ans, avec un état général altéré, on n'accédera pas à des traitements spécifiques et la participation à des essais sera plus compliquée. Donc, je voulais vous montrer rapidement d'autres modèles d'évaluation de la fragilité, le modèle de Fried, dont vous entendrez, je pense, ou vous connaissez déjà, il est largement utilisé outre-Atlantique, hein, chez nos collègues dans les essais oncogériatriques aux États-Unis, Nord-Amérique. On a aussi l'échelle de Rockwood qu'on aime bien, mais qui est difficile à utiliser, un peu complexe. Donc, on ne l'utilise pas beaucoup chez nous en Europe dans les essais. Et puis, je voulais vous rappeler que la fragilité est un concept différent des comorbidités et de la dépendance. Il faut faire quand même attention aux patients du grand âge, 90 ans, qui paraissent autonomes sans comorbidité. L'âge en soi est quand même une fragilité. Donc, parfois, ces patients âgés peuvent décompenser rapidement. Donc, on peut les inclure dans les essais, mais parfois, on a des surprises sur leurs ressources, même si on les a bien évaluées. Alors, les outils qu'on utilise aujourd'hui pour nos patients âgés spécifiques en oncogériatrie. Je vous ai parlé de l'évaluation globale gériatrique avec tous les domaines. C'est quand même une évaluation longue à réaliser.
qui prend beaucoup de temps, 1 heure et demie. Donc, on a mis en place un autre outil qui s'appelle le score G8. Alors, il est largement utilisé dans les outils, parmi les outils d'évaluation de fragilité dans les essais oncogériatriques, en digestif, sein, sarcome et autres. Donc, c'est un outil qui est basé sur l'évaluation essentiellement nutritionnelle et que l'on utilise également en évaluation standard. Pour les patients qui ont un score inférieur à 14/17, on considère qu'ils sont plutôt fragiles. Pour les patients qui ont un score supérieur à 14/17, on considère qu'ils sont plutôt en forme et pour cela, on pourra proposer un traitement adapté. Il y a maintenant un peu plus de 10 ans, on avait mis en place avec Unicancer, le groupe Unicancer ORL, le groupe Gérico Dialogue, donc au gériatrie, le GORTEC également, on avait ouvert un essai, l'étude Élan, dont je pense que vous avez entendu parler. Et dans cette étude, le design est celui-ci, on avait un essai qui s'appelait Élan en Coval, pour lequel on testait un outil spécifique sujet âgé en oncologie ORL. C'est-à-dire que le G8 nous paraissait bien, basé sur plutôt une évaluation nutritionnelle. La dénutrition est un facteur de risque. Malgré tout, en cancérologie ORL, on sait bien que nos patients âgés sont souvent dénutris. Donc, le test G8 ne paraissait pas forcément très pertinent dans ce type de pathologie d'organes. Donc, on a testé un nouvel outil grâce à cette étude Élan et en particulier à l'étude Élan Oncoval. Donc, on voulait, grâce à cette étude, utiliser un nouveau test qu'on a discuté ensemble, un nouveau score qu'on a mis en place, mais il fallait réfléchir sur une sélection des patients. Puisqu'on avait décidé d'exclure la dénutrition comme un facteur de fragilité chez nos patients âgés ORL, il fallait évaluer cette fragilité sur d'autres scores. Donc, ce test ça s'appelle le score EG Score, qui permettait, grâce à je vais vous présenter les sous-items utilisés dans ce score chez nos patients âgés, permettait de différencier les patients fit en bonne santé et les patients unfit en moins bonne santé. Donc, le score EG est basé sur une évaluation de l'autonomie avec le test ADL, une évaluation de la cognition avec le MMS qui a évolué après vers un autre test plus rapide, le mini-cog, l'évaluation de la thymie avec la GDS, des comorbidités avec le score Charlson, et on avait également une évaluation sociale, environnementale et également une évaluation des chutes et de la capacité d'équilibre avec le support monopodal. Différent du score G8 pour lequel on avait quand même des paramètres de dénutrition que là, on ne retrouve pas. Ce score EG nécessite à peu près 20 minutes pour être utilisé. Et on avait décidé de façon collégiale qu'à partir du moment où un test était anormal dans ce score, le patient était considéré comme fragile. Alors, il est utilisé essentiellement dans les essais, mais aujourd'hui, on l'utilise également en standard. Donc, l'essai Lancoval a inclus plus de 600 patients. Les patients étaient répartis dans 2 bras. Les patients fit qui pouvaient recevoir un traitement par chimiothérapie, les patients unfit qui recevaient soit une chimiothérapie, soit étaient orientés vers un essai de radiothérapie exclusive. On a fait un comparatif du score EG en ORL et du score G8 et on s'est rendu compte de façon comparative qu'on avait une meilleure sensibilité et une meilleure spécificité du score EG par rapport au score G8 pour nos patients âgés en cancérologie ORL exclusivement. C'est un test qui est validé en cancérologie ORL pour nos patients âgés exclusivement. Donc, à partir de ce constat, le score EG a été utilisé dans les essais ORL sujets âgés en oncogériatrie et également utilisé de façon standard. On aimerait qu'il soit un peu plus utilisé et on espère qu'il le sera un peu plus régulièrement en tout cas. Donc ça, c'était les résultats de l'étude.
On a publié les résultats des chimiothérapies en fonction euh, du profil patient fit ou unfit. On s'est rendu compte que pour les patients qui avaient été sélectionnés grâce au score EG et qui recevaient une chimiothérapie, en fait, les patients fit en bon état général sont capables de recevoir un traitement spécifique par chimiothérapie, carboplatine 5-FU-Erbitux et en tire un vrai bénéfice équivalent aux patients plus jeunes. Ça, c'est important. On n'aurait peut-être pas sélectionné les patients, on n'aurait pas pu proposer ce type de chimiothérapie un peu lourde. Et comparativement, on a les patients unfit, donc fragiles, pour lesquels on s'est rendu compte qu'il y a un bénéfice moins important à bénéficier d'un traitement systémique pour se poser la question de leur proposer un traitement par immunothérapie. C'est un essai clinique qu'on a essayé de monter qui s'appelle l'essai Élan Immune. Donc, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? Pour un patient âgé de 70 ans et plus, l'âge physiologique est important. Donc, en première intention, on utilise le score EG. On sélectionne le patient fit, bonne santé ou frêle avec quelques fragilités. Pour les fit, on peut proposer un traitement standard. Pour les frêles, plus fragiles, on propose soit un traitement adapté, spécifique sujet âgé validé, soit on peut organiser une prise en charge plus palliative symptomatique. Donc, en conclusion, ce qui est important de retenir, c'est que nos patients âgés vieillissent avec nous, en fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a une population qui va vieillir et qu'on va voir arriver de plus en plus parmi nos consultations, une population caractérisée par peut-être davantage ces prochaines années des demandes d'information, même si elles sont encore très présentes aujourd'hui, des demandes d'intervention pour être entendus dans leur prise en charge et leurs demandes et leurs attentes par rapport au traitement qu'on va proposer, et des patients qui vont évoluer sur les années à venir par rapport à d'autres facteurs environnementaux, sociaux, financiers également. Donc la population âgée qu'on avait, comme je vous ai dit, il y a 10-20 ans, n'est pas celle d'aujourd'hui, ne sera pas celle de demain. Donc, c'est tous ces paramètres qu'il faut évaluer chez nos patients âgés de façon générale, mais il faut aussi faire une évaluation individuelle. Même si effectivement on a des patients âgés qui ont à peu près le même âge, ils sont différents et ils ont un mode de vie différent, ils ont un entourage différent, ils ont des activités différentes. Donc, il faut vraiment évaluer le patient âgé dans sa globalité avec les outils que je vous ai présentés antérieurement, réaliser le score EG qui est validé en oncologie gériatrique ORL et qui est plus sensible et plus spécifique que le score G8 que l'on connaît, qui est utilisé dans d'autres types d'organes. Et surtout, à partir du moment où on a fait cette évaluation globale et proposer aux patients de participer aux essais, s'ils acceptent, il faut aussi mettre en place les interventions nécessaires pour ces interventions, c'est exercice physique, prise en charge nutritionnelle, conciliation médicamenteuse pour limiter les prises en charge thérapeutiques inutiles, stimuler les patients à la cognition et conserver le lien social et environnemental avec la famille et les amis et toutes les activités qu'on peut proposer pour ensuite pouvoir réaliser un traitement adapté et surtout éviter les toxicités. Et tout ce suivi de prise en charge et d'intervention des actions nutritionnelles, fonctionnelles, thymiques sera nécessaire à réévaluer au cours du traitement. Donc, dans les essais oncogériatriques, on fait un baseline global du sujet âgé avec tous les scores que je vous ai montrés. On met les interventions en place, on propose le traitement et on suit régulièrement les patients à des rythmes précis dans les protocoles. Mais à chaque fois qu'on réévalue le patient âgé, il est important de redonner du sens à l'accompagnement et mettre en place les interventions nécessaires pour arriver au bout du traitement tout en conservant la qualité de vie. Paramètre essentiel puisqu'on a des échelles de qualité de vie, mais surtout le patient âgé est demandeur de conserver une qualité de vie, d'avoir une espérance de vie correcte, mais surtout en bonne santé. Ça, c'est essentiel. On a créé un triptyque. Bon, alors là, je vous l'ai mis sous forme de diapositive.
C'est un triptyque qu'on peut avoir dans sa poche concernant le score EG. Là, il est sous cette forme, un recto verso. Donc, bon, là, il est en anglais. Il existe la version française aussi qui peut être diffusée. Moi, je l'ai imprimé en version française et je le distribue lors des formations que je fais dans le sud-ouest, voilà, où je travaille et qui est utilisé de temps en temps. J'aimerais bien un peu plus souvent, mais ça peut être aussi un outil utile. Voilà, et vous pouvez nous solliciter et on vous enverra le lien pour que vous puissiez le diffuser et l'avoir pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Merci. Merci beaucoup, Cécile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai un commentaire d'une ARC qui travaille sur Henri Mondor qui nous indique, qui nous informe qu'il y a justement une conférence ce soir sur les sujets âgés atteints de cancer dans la recherche. Conférence grand public de restitution des résultats des études sur la participation des personnes âgées aux essais cliniques programme SAGE. Donc, c'est hyper intéressant. Je ne sais pas si ça sera disponible en ligne. On peut avoir le lien J'ai pas éventuellement? trouvé les infos, mais si la personne peut nous envoyer le lien dans le chat, n'hésitez pas. Euh, moi, j'ai juste une petite question. On verra s'il y en a des participants. Mais donc, tu t'es expliqué que il y avait de moins en moins de limites d'âge dans les essais. On pouvait inclure Tout quel à que fait. soit l'âge. Euh, Qu'est-ce que c'est ta recommandation? C'est de faire un test de fragilité à partir de 70 ans pour ces patients-là qui sont inclus dans les essais. Via quel test? Tu l'as un peu répondu. Et combien de temps ça prend pour faire passer le test? Alors, c'est vrai que j'aurais pu le noter. Globalement, pourquoi on a fait tous ces tests validés au cours de ces dernières années, en particulier en ORL? C'est parce qu'en fait, on a peu de ressources humaines pour réaliser tous ces tests, en particulier la Comprehensive Geriatric Assessment, qui est une évaluation lourde, c'est 1 heure et demie, avec souvent des gériatres, des infirmières, et qu'on n'a pas dans tous les centres. Donc, il faut limiter. Donc, on a validé des scores courts. Le score G8, c'est utilisé dans d'autres essais oncogériatriques. C'est à peu près 8 à 10 minutes hein, pour quelqu'un qui prend son temps, je dirais. Et le score EG, c'est un petit peu plus long, c'est à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Et ça permet d'avoir une photographie initiale. Donc, moi, j'encourage quand même pour tout patient de plus de 70 ans qui répond aux critères d'inclusion de l'essai oncogériatrique proposé, de s'assurer quand même, parce qu'on voit quand même des essais oncogériatriques sans test de dépistage des fragilités, de moins en moins, mais il y en a quelques-uns quand même. Je pense que quand on voit un essai sujet âgé ou une population âgée qui fait partie d'un essai, parce que parfois on a des sous-groupes de patients âgés dans certains essais, il faut qu'il y ait une évaluation de dépistage minimale. C'est score G8 ou score EG pour les patients cancérologie ORL. Et après, au mieux, on peut faire une évaluation globale gériatrique un peu plus large qui permet de mettre des interventions en place si on a les ressources, ou on a aussi, je ne vous en ai pas parlé, on a validé une évaluation qui s'appelle le G-code, validée par l'équipe de Mondor du professeur Payot. C'est une évaluation globale gériatrique qui est courte, qui met à peu près 30 minutes, qui se situe entre le score de dépistage rapide, score EG ou score G8, et l'évaluation globale gériatrique approfondie. L'évaluation globale gériatrique approfondie, je vous en ai parlé puisque c'est notre gold standard pour les gériatres. Malgré tout, elle est de moins en moins utilisée. On utilise beaucoup le G-code aujourd'hui. Si vous voulez avoir des informations complémentaires, aujourd'hui, on fait un dépistage court chez patients de 70 ans qui participent à des essais, plus le G-code pour la plupart des essais oncogériatriques. Les deux sont nécessaires pour avoir une vision un peu large et globale de nos patients âgés et surtout mettre les interventions en place. Faire un état des lieux, c'est bien. Si on ne met pas les interventions en place, ben, le patient âgé n'ira pas très loin dans son traitement, en fait. C'est ça le problème. Et le G-code, il a une visibilité internationale? Alors, le souci, c'est que le G-code, donc c'est une mini-évaluation gériatrique entre les deux, comme je vous ai dit.
On a essayé de valider des cut-offs, par exemple, sur la cognition, un MMS inférieur à 24 sur 30, on considère que le patient est fragile. Enfin, on a eu plusieurs experts au niveau international. On n'a pas réussi à le valider pour faire un screening de fragile, pas fragile. Malgré tout, il a une visibilité à l'international. Dans pratique, on le voit utilisé essentiellement parce que c'est un outil européen français. On le voit utilisé essentiellement dans les essais de recherche clinique oncogériatrique français. Européen, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas tout lu, hein. Et c'est vrai que tous les essais qu'on monte aujourd'hui en oncogériatrie, il y a le score de fragilité initiale et le G-code de façon systématique, le G-code, et utilisé aussi en clinique standard. Mais le G-code, aujourd'hui, on ne se pose pas de questions sur quelle échelle on va proposer de façon plus large que l'essai de dépistage initial, c'est le G-code, que ce soit digestif, sein. Les nouveaux essais qui se montent aujourd'hui, c'est le G-code. C'est le G-code, oui. Et dans Oui, nos... puis c'est important ce que tu dis, c'est que et non seulement quand c'est un essai dit oncogériatrique et uniquement oncogériatrique, mais aussi dans les essais cliniques qui incluent sans limite d'âge, où on fait Oui, cette évaluation pour les patients de plus de X ans, 70 ans souvent, mais c'est un peu variable en fonction des indications, c'est un nom de cancer. tout à fait. Et ce que j'aimerais davantage, et parfois on nous sollicite, je vois des essais d'hémato, on nous dit, tiens, il y a une petite population, il y a une cohorte sujet âgé avec un nombre limité qui doit être inclus dans cet essai. Et pour ces patients spécifiques, on nous demande des évaluations gériatriques, le G-code ou la nutrition, quelle que soit l'évaluation. Mais il y a des essais qui ont inclus des patients jeunes, moins jeunes, âgés, et qui ont décidé dans ces essais de population générale de proposer aux patients de 80 ans et plus une évaluation gériatrique optionnelle ou obligatoire. Mais en tout cas, cette population qui sera étudiée en sous-groupe par la suite, analysée, elle aura un petit plus en plus sur l'évaluation des fragilités. Je trouve ça bien et je pense que c'est pas fait. C'est très peu fait malheureusement aujourd'hui et on pourrait sensibiliser davantage nos collègues qui font des essais sur des populations beaucoup plus larges et pas spécifiquement oncogériatriques. Ça, Oui, c'est ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on y pense et, et- de manière systématique, comme tu dis, avec des essais qui ont de moins en moins de limites d'âge supérieures, et donc il faut y penser. Ça permet d'avoir des informations sur les personnes âgées, là où il est difficile des fois de monter des essais spécifiques personnes âgées, quoi. tout à Mais fait. Et c'est difficile, ces essais spécifiques, parce que ben voilà, on est limité sur les financements, sur l'organisation, sur les montages des essais, c'est compliqué. Donc, on voit bien que le sujet âgé, même 20 ans plus tard, c'est pas quand même une problématique très attractive, hein. La réalité, c'est quand même ça. Même si dans la vraie vie, on a beaucoup de patients âgés qui arrivent en nombre, en consultation, demandeurs de soins. Est-ce qu'on pourra tous les traiter? Est-ce qu'on ne sera pas limité au niveau financier? Je ne sais pas. Pour l'instant, en France, on n'a pas ces problématiques, mais c'est quand même compliqué. Encore aujourd'hui, c'est d'avoir cette affinité et ce souhait de s'intéresser du sujet, de s'intéresser aux problématiques du sujet âgé, ça reste quand même compliqué. Et peut-être que l'idée, ça serait ouais, d'aller vers des essais plus larges et de donner des petites directives sur les patients âgés dans ces essais, hein. Je pense qu'on peut saupoudrer, entre guillemets, un peu d'évaluation gériatrique dans les essais plus larges, ce qui nous permettrait peut-être une reconnaissance, voilà, une crédibilité par rapport à ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, spécifique à nos sujets âgés en recherche clinique. Mais il ne faut pas arrêter non plus de monter des essais oncogériatriques. oui, tout à fait. Il faut garder cette dynamique, hein, c'est essentiel, hein. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. Je sais pas s'il y a, je vois pas d'autres questions dans le chat. Si ça vous, si vous avez des questions qui se posent